Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Apprentissage des langues et nouvelles technologies. Approche multiple au service des apprentissages des langues. HEIDEM ARIE Sarter, professeur à l'UNIVERSITE de Koblenz, Allemagne. Le cadre. Annoncé et préparé à la mi-février 2002 par le bulletin officiel BO, hors-série numéro 1, le programme des langues étrangères ou régionales à l'école primaire fut publié fin août 2002 par le BO hors-série numéro 4. D'ici la rentrée 2010, chaque élève qui fréquentera l'école primaire française apprendra une langue vivante autre que le français à partir de la grande section de l'école maternelle. Pendant 6 ans, elle profitera d'un enseignement d'une langue vivante qui se différenciera d'après les cycles de l'école primaire. Cet enseignement, malheureusement jusqu'à aujourd'hui appelé précoce, cherche à mettre au profit de l'apprentissage par l'élève toutes les compétences d'acquisition langagière que celui-ci pourra apporter. En adaptant ses méthodes et sa didactique à des stratégies d'apprentissage langagier que les enfants eux-mêmes apportent spontanément et qui se développent au fur et à mesure de leur expérience d'apprentissage scolaire, ce sont surtout les débuts de l'apprentissage qui se voient favorisés par la prise en compte du jeune âge des enfants, qui permet une approche d'immersion plutôt ludique, communicative et centrée sur d'autres choses que l'apprentissage de la langue. L'approche pédagogique changera au cours des 5 ans de l'école primaire, suivant méthodologiquement le développement des enfants qui, dans le domaine cognitif, permet la construction d'un savoir plus abstrait et explicite et qui, dans le domaine socio-psychique, profite du fait que l'évolution de l'enfant va de plus en plus vers un comportement d'élève stéréotypé, permettant aux objectifs scolaires de se marier à des approches naturelles enfantines. Cet enseignement vise pourtant des compétences en langue étrangère bien définies. Ce que l'élève devra être capable d'accomplir en langue étrangère se définit par le cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau à atteindre à la fin de l'école primaire sera un niveau voisin du niveau A1, BO numéro 4, page 7, qui est le premier niveau défini. Dès le début, l'apprentissage s'inscrit donc dans une perspective européenne dépassant le cadre purement scolaire et ayant une portée multilingue. Tableau 1. À ces connaissances langagières, qui sont censées s'accompagner d'observations réfléchies métalinguistiques, s'ajoute une première familiarisation avec toute une liste de faits culturels. Les objectifs. Les objectifs de l'enseignement des langues vivantes à partir de la grande section de l'école maternelle se trouvent dans 3 domaines différents. L'apprentissage langagier au sens propre. La sensibilisation et familiarisation avec les cultures différentes liées aux langues du programme. L'approche transversale et interdisciplinaire permettant d'intégrer ce savoir et savoir-faire dans d'autres domaines de l'enseignement et vice-versa. Le programme privilégie le domaine des moyens de communication modernes, un fait qui s'allie à merveille, comme nous le verrons, avec l'enseignement de l'autre langue qui vise la communication et l'interculturel. Les compétences langagières. Dans le domaine de la langue et du langage, il s'agit en premier lieu d'un savoir-faire qui, surtout au début du processus de l'acquisition-apprentissage, restera implicite. Ce qui compte, c'est la participation à l'acte communicatif. Pour la première fois, une des particularités de l'acte communicatif, à savoir sa composante non-verbale, fait son entrée à part entière dans l'enseignement d'une langue vivante. L'apprentissage se base sur la compréhension verbale et non-verbale d'une situation donnée. Au début, la compréhension dépend de l'interprétation basée sur le côté visuel et non-verbal, et qui se fera facilement et spontanément en langue maternelle usuelle de l'enfant. Car la chaîne parlée de l'autre langue étant encore inconnue, il y a un manque de possibilité de segmentation sémantique de la part de l'apprenant et donc elle ne lui dit rien. La compréhension basée uniquement sur le côté auditif demande la capacité de segmenter cette chaîne qui se différencie au fur et à mesure du contact de l'apprenant avec la langue à acquérir, à condition que l'apprenant ait l'ouverture nécessaire envers elle et ne se refuse pas à l'acquisition. Cette compétence de compréhension auditive se fait parer dans une progression non linéaire, voire ci-dessous, accompagnée normalement d'une amélioration des savoir-faire en prononciation et des savoirs et savoir-faire, ce qui veut dire comprendre, dans le domaine lexical. Le programme définit des bases à structurer chez l'apprenant dans les domaines tout à fait traditionnels de la phonétique-phonologie,
de la morphosyntaxe et du lexique. En phonétique-phonologie, il s'agira de rendre les élèves capables de produire tous les sons de l'autre langue. Cela demande, au préalable, un savoir-faire discriminatif pertinent et des capacités de production des sons. Une partie des apprenants les possède ou les acquiert spontanément et sans difficulté. Chez d'autres, il faut les entraîner. Mais ce n'est pas seulement la prononciation des mots et sons qui est visée. L'intonation et la prosodie des phrases différentes, phrases affirmatives, questions impératifs, figurent aussi bien sur la liste des objectifs de base que l'accentuation correcte des mots connus et des phrases employées. En syntaxe et morphosyntaxe, pour l'allemand, il s'agit de faire acquérir les structures propres à la phrase déclarative et à son ordre de mots, à l'interrogation et à son ordre des mots, soit avec, soit sans pronom interrogatif. Il s'y ajoute la structure du groupe infinitif et la négation avec nicht, ne, point pas. En ce qui concerne le verbe, c'est la conjugaison des verbes faibles au présent de l'indicatif plus des cas particuliers qui est au centre des intérêts, sain être et haben avoir, et les verbes forts en plus grand que a plus petit que et plus grand que plus petit que, fahren aller en, schlafen dormir, tragen porter, essen manger, nehmen prendre, geben donner, sehen voir regarder, helfen aider, lesen lire, les verbes de modalité wollen vouloir, können pouvoir savoir, mögen aimer, et wissen savoir aux trois personnes du singulier, L'. Impératif est la deuxième personne, signe place, de certains verbes usuels comme kommen venir, gehen aller, nehmen prendre. Le groupe nominal demande la connaissance du genre et du pluriel des noms figurant dans le programme lexical, confère ci-dessous, avec leurs déterminants, les trois articles définis et indéfinis signe place, fonction sujet et fonction objet, et l'article indéfini négatif kein. Les possessifs main et d'un et les pronoms personnels au nominatif et les pronoms personnels de la troisième paire. À l'accusatif s'y ajoute aussi bien que la structure des mots composés et le génitif saxon. Bien que le beau numéro 4 énumère explicitement un lexique que les élèves apprendront à maîtriser au cours des 2 cycles, ces listes ne doivent pas être confondues avec des listes de vocabulaire auxquelles on avait affaire traditionnellement. L'acquisition de ce lexique s'effectue dans le cadre d'énoncés liés à des situations adaptées à l'âge et à l'intérêt des enfants, en réponse à des besoins de compréhension et de communication. Ibidem, pages 7 et 58. Comme sur les listes de vocabulaire que les élèves trouveront plus tard dans leur manuel de langue vivante et qui constituent plutôt le minimum de ce qu'il faut apprendre, le lexique du beau définit les limites de l'étendue des connaissances exigibles des élèves à la fin de chaque cycle. Ibidem. Mais le nombre de mots et de tournures qui y figurent est très faible. Il ne s'agit que de 323 mots, dans la partie lexique, et de 254 tournures mots, plus les chiffres jusqu'à 100 dans la partie fonction langagière confère ci-dessous. Autrement dit, le programme se contente de demander un ensemble de 677 mots tournures. Il va de soi que les compétences des élèves dans le domaine lexico-communicatif ne se limiteront pas à cela après 6 ans d'enseignement-apprentissage. Au lexique apporté à travers les thèmes proposés par le programme, et dont la représentation thématique ne doit pas être comprise comme contraignante, ibidem, s'ajoute ce qui est appelé fonction langagière. Il s'agit d'une compilation de mots, de tournures et de petites phrases couramment utilisées. Les 3 fonctions langagières mentionnées au beau, pp 59 à 61 pour l'allemand, visent les objectifs communicatifs suivants. Parler de soi, se présenter, dire ce que l'on ressent, parler de ses goûts, parler de ses besoins souhaits désirs, parler de ses intentions de ses projets, dire ce que l'on possède ou non, dire ce que l'on est capable de faire ou non, dire ce que l'on a permission de faire ou non, dire ce que l'on doit faire, dire où l'on va. Parler aux autres, savoir entretenir des relations sociales, demander des informations à un interlocuteur sur lui-même, sur son état général, sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose, exprimer un désir, une injonction, exprimer une appréciation, un jugement, demander et exprimer une permission, exprimer une proposition, répondre à une proposition, savoir participer à la vie de la classe. Parler des autres et de son environnement, savoir identifier, présenter ou désigner, savoir décrire, qualifier, compter, savoir exprimer l'intensité ou la quantité, savoir donner des informations, sur quelqu'un, sur le temps qu'il fait, sur un prix, savoir utiliser quelques repères spatio-temporels, quelques articulations de logique et de coordination. L'idée d'une progression en spirale est évidente. Plusieurs sujets traités au cycle 2 seront repris au cycle 3,
révisé et élargi en vue des intérêts avancés des élèves. D'autres thèmes s'y ajoutent, complètent et élargissent le tableau des sujets. L'acquisition du lexique doit se faire dans la communication même. L'aspect communicatif du lexique proposé se trouve surtout dans les petites phrases, questions et tournures de la partie fonction langagière, qui permettent aux élèves une communication verbale dans l'autre langue. Mais cette communication se restreindra à des situations plus ou moins préétablies, aussi longtemps que les élèves n'arriveront pas à adapter ces moyens verbaux acquis tels quels à la situation et aux personnes données. Le lexique d'une langue se répartit non seulement d'après sa valeur qualitative, c'est-à-dire d'après les parties du discours représentées par les différents mots, mais aussi d'après leur valeur quantitative dans une communication donnée. Le lexique de base de la langue française par exemple comporte à peu près 2000 mots. Ce lexique de base permet la compréhension de 85% d'un texte courant. Le lexique de base se compose bien sûr de mots de toutes les catégories grammaticales dont on a besoin pour former des énoncés. Mais pour estimer leur importance pour la communication, c'est avant tout la fréquence avec laquelle les différents mots et catégories sont employés qui importe. Certains mots reviennent si souvent dans les actes de communication qu'ils forment un groupe à part. Les mots dits fonctionnels ou structuraux. Il s'agit par exemple des articles définis et indéfinis, des pronoms personnels, des verbes avoir et être, aller, venir, des prépositions importantes. Pour le français, on en compte 75. Cette catégorie de mots constitue environ la moitié d'un texte normal moyen, et qui plus est, une petite dizaine d'entre eux, plus leurs changements grammaticaux, forment 25% d'un tel texte. Il s'agit de le, la, les, de du, de la, des, à au, à la au, et un, une, je, me, moi, avoir, il, que, ne, par. Connaissances culturelles. Les buts généraux du travail, interculturel indiqués dans le beau numéro 4, page 58, se trouvent dans la sensibilisation à la civilisation du ou des pays où la langue apprise est en usage. Les sujets à traiter se choisiront à partir de critères différents, tels l'âge des élèves, leurs intérêts, le rapport avec des sujets dans les autres matières et d'autres facteurs comme la saison, etc. C'est à l'aide de documents de préférence authentiques et dans des contacts et des échanges, au sens large, voir ci-dessous 6.1. Avec des personnes qui parlent la langue à apprendre comme langue maternelle, que cette sensibilisation, au cours de laquelle l'élève fera connaissance de faits et coutumes divers, est prévue. La sensibilisation prévoit 3 grands domaines: la vie quotidienne dans le pays consommé S, l'environnement culturel qui pourra intéresser l'élève et l'environnement géographique et socio-économique. Le 3e domaine est prévu surtout pour le cycle 3, tandis que les 2 autres seront traités en spirale. Les connaissances acquises au cycle 2 seront donc reprises, retravaillées et élargies au cycle 3. Les informations civilisationnelles et culturelles concernant les différentes langues au programme s'adaptent aux cultures et civilisations concernées, et nécessitent donc de l'enseignant une connaissance dans ces domaines. Le tableau ci-dessous reprend les contenus culturels proposés pour l'anglais, pp 74-75e, et pour l'allemand, pp 64-65e. Force est de constater les différences. Il semble s'agir de choix basés, de temps à autre, sur des schémas de hiérarchisation, d'abstraction et de valorisation différents. Néanmoins, il y a pour les 2 langues une abondance de thèmes et de sujets à traiter, confère ci-dessous VIA. Tableau 2. Une telle liste d'indications peut sembler aléatoire et faire courir le risque de se prêter à encourager des représentations plus ou moins stéréotypées. Néanmoins, elle s'intègre dans un enseignement qui cherche à mettre tous ces acquis à l'épreuve vécue dans l'échange. Elle aide à illustrer la représentation et les idées du pays, de civilisation et de culture et à les rendre vivantes. Connaissances transversales et technologiques. L'enseignement dans l'école primaire ne se différenciera d'après les différentes matières qu'à partir de l'école élémentaire, confère. Beau numéro 1, page 13. Les divers champs disciplinaires restent pourtant étroitement liés. L'enseignant met à profit sa polyvalence pour multiplier les liaisons et les renvois d'un domaine à l'autre, nous indique le beau numéro 1, page 14. Les langues vivantes n'étant pas exclues, l'enseignant pourra non seulement insérer l'emploi de la langue à apprendre dans la routine quotidienne de la classe, mais aussi revoir des acquis dans les différents domaines dans l'autre langue. De petits exercices de mathématiques en anglais, allemand, espagnol auront un charme supplémentaire, ou faire un travail de comparaison interculturelle des façons de se dire bonjour dans les différents pays.
des systèmes éducatifs, le primaire, etc., les technologies de l'information et de la communication, prévues comme des outils au service des diverses activités scolaires, Beau numéro 1, page 13, serviront à rendre l'apprentissage d'une autre langue plus direct, plus intéressant, et par la recherche d'informations sur Internet sur le SPI, SAS et Région S et Culture S, et par l'échange et la rencontre virtuelle. Méthodologie de l'enseignement. De la prise en compte de l'âge des apprenants résultent des approches méthodiques et des évaluations des acquis bien différentes de ce que nous connaissons traditionnellement en didactique des langues étrangères. Elles se distinguent par 3 différences pertinentes, constituant les grands principes méthodologiques et didactiques de l'enseignement d'une langue étrangère à l'école primaire. La représentation de l'apprentissage d'une autre langue à cet âge suit les chemins d'une acquisition spontanée et naturelle à l'enfant qui se trouve dans un environnement bilingue, et lui fait accepter ce qui s'ensuit. C'est dans l'action directe et indirecte, dans et par l'interaction verbale et non verbale que la compétence langagière naît et grandit. On accepte que les voies de l'apprentissage des élèves ne correspondent pas à celles indiquées par l'enseignement, que le chemin vers une nouvelle langue se fasse par des hypothèses sur la structure de cette langue et que des erreurs, inévitables et fructueuses, en fassent partie intégrante. Dans la tradition didactique des langues étrangères vivantes, c'était, ou faut-il dire, c'est, avant tout la production en langue étrangère qui comptait dans l'évaluation des acquis des élèves, et qui était à la base de leurs notes. Par ailleurs, c'était l'écrit qui l'emportait sur l'oral. L'oral n'avait plus ou moins que la fonction de réaliser sonoriser la communication nécessaire entre professeurs et élèves. Cette valorisation déséquilibrée des compétences des élèves est due à l'histoire de l'Europe, et à celle de la France notamment, qui pendant des siècles, cherchait à se définir en État-nation auquel devait correspondre l'unilingualité de l'État et de ses citoyens. D'autres langues ne se voyaient honorées du statut de langues étrangères, enseignées qu'à condition qu'elles puissent réclamer la représentation linguistique d'un autre État-nation à qui l'opinion publique accordait une assez grande importance politique et ou culturelle. Assez souvent, il s'agissait, suivant les alliances politiques, de la langue de l'ennemi. L'objectif de l'apprentissage se trouvait dans une large mesure dans l'avenir, dans la vie professionnelle future des élèves. Les connaissances à acquérir en plus de la maîtrise de la langue se définissaient plutôt dans le cadre de la culture, SIC. Une communication directe avec des interlocuteurs de la langue à apprendre ne faisait pas partie intégrante du programme. On visait la maîtrise de la langue étrangère ou des langues étrangères comme un acquis supplémentaire, parallèle et indépendant à côté de la langue maternelle. Une ou même multilingualité qui se voyait caractérisée comme potentiellement nocive pour le développement de la langue, de la raison et même de la psyché de l'enfant, ne figurait pas dans le catalogue des objectifs. Les temps ont changé. Rendre les jeunes Européens multilingues est devenu un des objectifs les plus préconisés de la formation scolaire de nos jours. Mais n'oublions pas que cette nouvelle dimension de l'apprentissage d'autres langues n'en est qu'à ses débuts. Depuis une petite quinzaine ou vingtaine d'années seulement les idées commencent à changer, et il faut prendre en considération le fait que la tradition qui pendant des siècles a grandi et prédominé surtout au niveau inconscient ne se perdra pas d'un jour à l'autre. Ce changement sur le plan politique se voit fortifié par des courants dans 2 autres domaines. D'un côté, la recherche en acquisition des langues qui depuis un quart de siècle nous prouve que l'enfant peut acquérir 2 ou même plusieurs langues, soit en même temps, soit l'une après l'autre après les autres. De l'autre côté, ce n'est plus seulement la langue qui compte, mais aussi bien le langage. La linguistique et l'enseignement lui réservent une place très importante en tant que composante de la communication verbale. En d'autres mots, les langues jadis étrangères sont en train de devenir vraiment vivantes, et cela au sens propre du mot. On cherche à les faire vivre en respectant et travaillant toutes leurs composantes, et l'oral et l'écrit, et la compréhension et la production. Pour arriver à cette fin, une approche transversale est utile. On libère la langue de sa cage temporaire, le cours de langue, et de son rôle d'objet de l'enseignement-apprentissage. En la mettant au service des enseignements-apprentissages des autres matières et objectifs, on lui rend son rang de moyen, d'instrument pour comprendre et se faire comprendre, pour acquérir du savoir, discuter les savoirs acquis ou à acquérir, communiquer des idées, etc. Pour rendre la communication dans l'autre langue authentique et interculturelle, on fait appel à des locuteurs natifs et on prévoit l'emploi de la technologie moderne de communication à cette fin.
Ces grands principes méthodologiques s'appliquent tout en suivant le développement cognitif et intellectuel de l'élève qui va de plus en plus vers une conquête analytique et explicite du monde et du savoir, surtout scolaire. Après l'école primaire au collège, ces grands principes méthodologiques se transformeront-ils plus ou moins brusquement en didactique connue, traditionnelle des langues plutôt étrangères que vivantes? L'enseignement défini à partir de l'apprenant eux. Le premier critère qu'il faudra prendre en compte pour un enseignement défini à partir d'eux et centré sur l'apprenant eux, est son âge. Bien que ces approches cognitives se développent fortement et soient amenées à changer pendant les 6 ans prévus pour l'apprentissage d'une langue autre que le français, il y a des traits communs et spécifiques à cette tranche d'âge qui la différencient des périodes d'avant et de celles d'après. Sans se hasarder dans des domaines psychologiques, il faut d'abord reconnaître qu'à l'école maternelle, les capacités de l'enfant à se concentrer sur des activités scolaires sont plus restreintes que celles des enfants plus âgés, ce qui demande une approche méthodique qui va de séquences courtes et plutôt ludiques en grandes sections à des intervalles beaucoup plus longs en CM2. Les objets qui se trouvent au centre des intérêts de l'enseignement changeront également. C'est l'environnement direct de l'apprenant qui y trouvera au début tandis qu'à la fin il s'agira plutôt de programmes scolaires visant l'élargissement des connaissances abstraites et concernant des sujets qui ne sont pas toujours directement accessibles. Une autre progression à suivre est la connaissance et l'aisance de plus en plus grande que les élèves acquièrent à l'écrit. La lecture et l'écriture s'ajoutent aux entretiens pédagogiques entre enseignants et élèves et permettent un travail de moins en moins éphémère par la création de traces écrites. De plus, la mémoire auditive, dans les premiers temps à elle seule responsable de la reconnaissance des mots et tournures de l'autre langue et donc du progrès, aura trouvé un complice. Cette transition de l'oral vers l'écrit aidera à assurer l'accès de l'élève à l'autre langue en dehors de la classe aussi par la lecture. L'autre langue, de laquelle l'élève s'approchera au début par une synthèse plutôt globale, se prêtera progressivement à une analyse linguistique de plus en plus fine et qui permettra une synthèse plutôt construite par l'apprenant elle-même. L'enseignant centrera son enseignement d'une autre langue vivante sur les processus d'acquisition des enfants, dont elle devra connaître les différences par rapport aux apprentissages faits par des adultes. Elle respectera et soutiendra les différentes approches et stades d'acquisition des élèves, en les encourageant à trouver et à suivre leur propre chemin qui devront pourtant s'intégrer dans l'ensemble des activités en classe. Autonomie de l'apprenant. Chaque participant, enseignant aussi bien qu'élève, vit le processus d'enseignement-apprentissage à sa propre manière. Celle-ci dépend de toute une liste d'aspects différents et qui, d'une manière ou d'une autre, entrent en jeu. Sa personnalité, ses intérêts, ses goûts et dégoûts, ses capacités et préférences cognitives et intellectuelles, motrices, visuelles et auditives, pour n'en nommer que quelques-uns. D'un autre côté, il y a toujours une image assez stéréotypée de l'élève SIC. C'est celui-celle qui est sage, qui écoute, qui se laisse guider, qui apprend ce qu'on lui dit d'apprendre. Pourtant, si l'on a la chance d'observer dans un contexte peu guidé les manières dont les enfants s'approchent d'une nouvelle langue qu'ils veulent apprendre, on constate une multitude d'approches. On observe des stratégies qui à premier abord ne semblent pas ou peu liées au processus d'apprentissage. Nous allons retracer quelques-unes de ces approches telles que nous avons pu les constater auprès d'enfants de 4 à 5 ans, dans un groupe d'enfants de langue maternelle autre que l'allemand dans un kindergarten de langue allemande à Johannesburg en Afrique du Sud, dans une situation extrêmement multilingue. Donc, pour pouvoir aider l'élève à suivre son propre chemin d'apprentissage, l'encourager à avoir confiance en soi, tout en assumant la responsabilité de son propre processus d'apprentissage qui est dans la logique de son autonomie, il faut reconnaître les différents comportements des élèves et leur stratégie d'apprentissage individuelle en tant que telle et ne pas y accoler une mauvaise interprétation. Comportement déviant, gênant, bref inacceptable dans un contexte scolaire. Il faudrait introduire une méthodologie beaucoup plus souple qui propose une multitude d'approches aux élèves, et qui de ce fait rendra possible une vraie ouverture de l'enseignement des langues vivantes aux apprenants, leur permettant de s'y retrouver personnellement. Stratégie d'apprentissage. Tout apprenant s'approche d'une manière différente de l'autre langue. Bien sûr, il y a des voies recommandées par l'enseignement scolaire et l'expérience scolaire mène les élèves dans une large mesure vers ces approches. Mais aussi longtemps que l'écrit n'entre pas encore en jeu et que l'acquisition est prévue comme activité autogérée de l'enfant,
Elle suivra ses propres stratégies qui se trouveront en harmonie avec sa personnalité, ses intérêts et ses goûts. Si l'on regarde de plus près comment des enfants en bas âge maîtrisant déjà plus ou moins leur langue maternelle s'approchent d'une nouvelle langue, on constate différentes façons de faire. Il y a celles qui, par exemple dans les situations de rencontre avec l'autre langue lors d'une histoire racontée par l'enseignant et accompagnée par des images, se transforment en œil et oreille. Ils sont comme des éponges, entièrement pris par cette rencontre dans et avec l'autre langue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.